Bonsoir François Saltiel. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et vous venez de publier cet essai, La société du sans-contact. C'est chez Flammarion. Alors on se regarde de moins en moins, on se touche de moins en moins et on passe notre vie rivée à nos écrans. Vous dites nous sommes seuls ensemble. Alors ça, on le savait déjà en tout cas, et on s'en doute, puisque ça traverse nos vies depuis longtemps. Mais vous allez encore plus loin, puisque vous parlez de conséquences auxquelles on n'a pas forcément pensé, et notamment celle-ci, le télétravail à vie. Oui, le télétravail à vie, ça a été une proposition qui a été lancée par les géants de la tech, le Twitter en premier lieu, et Facebook, et là dernièrement Microsoft, qui propose donc aux employés de télétravailler à vie, et c'est certain que d'autres entreprises vont l'instaurer comme une norme. Et là où je trouve ça dangereux, puisqu'on parle du sans-contact, c'est que le télétravail, c'est une forme d'invisibilité du travailleur. On n'est plus ensemble, on n'est plus en train d'échanger des idées. Vous savez, souvent les bonnes idées peuvent naître d'une rencontre fortuite, comme ça dans un couloir à côté de la machine à café. Tout ça, c'est terminé, et on est face à un individu qui se retrouve seul, face à son écran, dans une forme d'angoisse aussi potentiellement. S'il n'a pas la confiance de son employeur, il peut être surveillé, traqué. Et donc, je trouve que c'est une tendance qui est assez négative ou pessimiste sur la manière dont on a de pouvoir travailler et d'échanger ensemble. Oui, parce que là, vous dites finalement, on glisse quand même du télétravail au travail invisible. On ne met plus jamais les pieds au bureau. C'est ça, et on ne sait plus ce qu'on y fait. Parce que du coup, ce qui fonctionne quand on travaille les uns avec les autres, c'est qu'on travaille vers un projet commun. Là, c'est une sorte d'atomisation du travail. On est chacun comme une sorte de travail à la chaîne, dans son coin, sans trop savoir à quelle tâche on participe. Alors évidemment, le télétravail peut avoir des côtés positifs pour plein de gens. Ça réduit les transports qui peuvent être pénibles pour certains. Ça permet de mieux s'organiser. Ça fonctionne quand c'est une journée ou deux par semaine, mais quand ça devient à vie, quand ça devient une norme, je pense qu'il y a un véritable danger pour tout simplement la préservation du lien humain. Oui, et alors dans ce danger de la préservation du lien humain, il y a le téléphone portable, coupable idéal. Vous dites qu'on est devenus des zombies du mobile, et alors vous donnez l'exemple de situation totalement invraisemblable, en Asie notamment. Là, c'est poussé à l'extrême. Oui, alors c'est vrai qu'on est des zombies du mobile. On l'est tous, moi aussi. J'ai regardé plus de 4h30 par jour sur mon téléphone portable, alors que je suis sensibilisé sur la question. Moi, 6h30, je ne sais pas si c'est Bravo, Mélanie, très mal ou si c'est la mais moyenne. je pense que vous n'êtes pas la seule. On passe des heures, et ça, on ne le savait pas d'ailleurs avant qu'il y ait des indicateurs. On pensait qu'il passait 1 heure et demie. Oui, on est toujours surpris quand on le voit, parce que toutes les techniques des réseaux sociaux, notamment, puisqu'on y passe beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur les mails, sont faites pour qu'on y passe le plus de temps possible. Vous savez, c'est des neurosciences qui travaillent sur des techniques de manipulation. Je vous en donne qu'une, par exemple, les notifications qui nous donnent toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'urgent et qu'il faut qu'on y aille tout de suite. C'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Ou encore le bol sans fin, c'est-à-dire quand vous êtes... Le bol sans fin. Exactement. Quand vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook ou Instagram, vous scrollez, ce qu'on appelle scroller, voilà, avec votre pouce, et puis ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Or, il faut des points finaux. Quand vous lisez un article de presse, il y a un point, il y a une signature. Quand vous regardez un film, il y a un générique. Quand vous lisez un livre, vous tournez la page. Là, il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais de pause. On est dans une sorte d'éternité sans fin qui fait que nous y passons 6 heures, donc, pour certains et pour certaines. Moi, ouais. Et en tout cas, un temps infini, bien plus qu'on y devrait. On voit que l'extrême, quand je parlais de situation extrême, en Asie, alors vous donnez l'exemple de, je crois, la Corée du Sud et la Chine, il y a carrément des couloirs réservés au téléphone. Exactement. Alors ça, c'est un élément important dans la charge symbolique. C'est-à-dire que on en le voit Chine, à l'écran, vous le voyez, voilà, c'est des couloirs réservés. réservés. Mais ce qui est intéressant là-dessus, réservé, donc on s'entend bien, c'est qu'on part du principe que les gens ne vont plus lever la tête. Donc on les laisse dans les couloirs réservés. Ils sont plongés dans leur écran, c'est ça, en marchant. En marchant, entre zombies du mobile. Comme ça, il y a moins de problèmes d'accidents de la route. Et puis à côté, il y a les gens qui marchent normalement. Mais qu'est-ce que ça raconte de notre société ? Ça veut dire que cette société-là, en tout cas, ne décide pas de se battre pour faire en sorte que cette situation de passer notre vie rivée sur un écran est quelque chose d'anormal. Non, on se dit c'est normal. Et c'est tellement normal qu'on va offrir des voies réservées à ce phénomène qui est quand même assez, reconnaissons-le, un peu paniquant. On connaît les conséquences que ça a sur les Coréens ? Oui, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, seul ensemble, c'est une formule que je reprends d'une université américaine, Sherry Turkle, c'est qu'en fait, ils sont les uns à côté des autres, mais dans leur monde. Il y a des conséquences qui peuvent être graves, c'est vraiment les accidents de la route, pour le coup, techniquement, c'est-à-dire qu'on est sur un écran, on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous, et puis surtout, ça veut dire qu'on encourage d'une certaine manière cette vie passée derrière un écran, puisqu'on met à disposition dans l'espace public des situations, des périmètres pour que les gens ne se regardent plus. Bon, ça pourrait pas arriver en France quand même. Ça peut arriver en France, vous savez ça, les voies réservées, ça existe en Pays-Bas et aussi à Tel Aviv, en Israël, où là on a des LED de couleur qui sont synchronisés au feu rouge. C'est-à-dire que vous êtes en train de marcher, vous avez une petite lumière rouge comme ça dans votre champ de vision, vous savez que le feu est rouge. Sans même avoir à regarder le feu. Exactement. Pays-Bas, Tel Aviv, c'est pas très loin de chez nous. Alors, la dépendance, elle peut aller très loin. Vous donnez d'autres exemples. Un exemple frappant, les Londoniens qui organisent leur vie en fonction du
tant de batterie qu'il leur reste. C'est assez symbolique aussi, finalement. Exactement. En fait, c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, c'est plus la montre qui va guider ce qu'on peut faire dans une journée, c'est sa batterie. Parce que on regarde sa batterie, on se dit bon, est-ce que je peux prendre un Uber? Oui, j'ai assez pour me déplacer. Ah, j'aurais plus de GPS. Ah, je peux pas être joignable, donc je prends pas la voiture. Et ça, c'est vraiment une étude qui a été révélée, une étude londonienne, qui a révélé qu'il y avait une nouvelle angoisse en fait. C'est les jeunes utilisateurs urbains, donc c'est la fin de batterie. Car pour eux, la fin de batterie, c'est une sorte de mort sociale. Si je ne suis plus joignable, je n'existe plus. Je ne peux plus raconter ma vie sur les réseaux, on ne peut plus me contacter et je ne peux plus me déplacer, commander à manger ou aller voir mon nouvelle rencontre, par exemple, sur Tinder. Comment on fait pour lutter? On peut lutter? On doit lutter. On peut lutter déjà... Sans être complètement archaïque, avoir un comportement Exactement, archaïque. mais encore une fois, moi je ne suis pas du tout technophobe. Ces outils, je les utilise parfois malgré moi un peu trop. Comme vous donc, on en a besoin et ils sont merveilleux à bien des égards. Mais on peut lutter déjà en ayant conscience qu'ils ne sont pas faits de manière totalement neutre. Vous savez, Facebook, Google, etc., ce ne sont pas des services publics, ce sont des entreprises commerciales qui fonctionnent par notre attention et c'est le modèle économique. Et qui nous traquent. Et qui nous traquent et qui nous surveillent. Parce que dans cette société de l'écran, on parlait du télétravail tout à l'heure, mais à chaque fois qu'on est derrière un écran, on laisse une trace. Et cette société de la trace est justement un moteur économique pour la société du sans contact qui vit justement de nos données. Alors justement, à l'origine de ces mutations technologiques et puis aussi tous ces traceurs, ces applis, ces réseaux sociaux, il y a les États-Unis. Bien sûr. On est en pleine période d'élection. Est-ce que vous pensez que ça peut ou ça va avoir des conséquences sur le résultat de ces présidentielles? J'ai envie de vous dire, ça l'a déjà eu, puisque le scandale Cambridge Analytica en 2016, dernière élection présidentielle, c'était quand même... Trump. Exactement, c'était quand même une force étrangère qui a réussi à manipuler l'outil à des fins électorales, en l'occurrence pour le candidat Donald Trump. Ça a été révélé. En 2016, Facebook a joué un rôle crucial dans l'élection de Donald Trump. Alors aujourd'hui, Facebook, justement, fort de ce scandale-là, essaye de se racheter un peu une image en disant nous n'allons pas diffuser de campagne politique, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas de désinformation. Mais de toute manière, c'est trop tard. Les réseaux sociaux sont dans la campagne. C'est 2,6 milliards d'utilisateurs Facebook. Vous imaginez, vous êtes aujourd'hui en campagne politique. Comment se passer d'un outil de manipulation de masse des foules comme celui-là? D'ailleurs, il y en a qui en profitent. C'est tous les réseaux complotistes. Est-ce que ça aussi, finalement, ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences, une influence sur même notre démocratie? Exactement, il peut y en avoir une parce que, vous savez, les médias ont toujours été, par définition, utilisés par les hommes et les femmes politiques. Sauf qu'ils étaient quand même plus ou moins régulés, déjà par un État, il y a des règles, le CSA chez nous en France, ou par des journalistes qui animent un débat. Là, il n'y a plus de règles, ou presque plus de règles. C'est-à-dire que ces médias sont continus et la manière dont on peut les utiliser pour influencer les foules est totale. Et encore une fois, est un business pour ces entreprises-là. Donc évidemment, il y a aussi un autre biais qui joue quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on s'informe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance toujours à regarder ce qui nous ressemble. On est face à un miroir, ça a été théorisé, c'est les effets de filtre, de bulle. C'est-à-dire que plus je pense quelque chose, plus je suis en contact avec des gens qui pensent comme moi, plus je me radicalise. Or, l'échange humain, c'est justement arriver à penser contre soi-même. C'est d'avoir quelqu'un en face qui peut nous dire quelque chose de différent et nous faire changer d'avis, nous permet de nous remettre en question. Dans la société du sans contact, on a tendance à ne plus se remettre en question, car la personne qu'on a en face de nous, c'est nous-mêmes. Dernière question très rapidement, finalement, pour réguler tout ça, qui peut le faire? Il faut qu'il y ait une action politique. Ça a été. On a déjà essayé. On a déjà essayé. Ça, c'est les logiques de démantèlement qui a eu lieu aux États-Unis, des lois antitrust sur le modèle des lois antitrust du début du XXe siècle. C'est-à-dire que Facebook est devenu trop gros pour se réguler tout seul et ses autres plateformes aussi. Donc, il faudrait peut-être les démanteler. Eh bien, merci François Saltiel. Merci à vous. Toute la suite dans votre essai La société du sans contact. Et c'est passionnant, c'est chez Flammarion. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.